Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. FAQ les amis, on va répondre un petit peu aux questions que vous m'avez posées la dernière fois après la victoire du Barça contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Je perds ma voix. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette vidéo, je vais passer une petite annonce. Je vais passer une petite annonce à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont fans du Barça. Vous savez, j'ai lancé un petit projet avec d'autres collègues. On a lancé un projet de club pro, le Café Barça eSport. Donc on fait des compétitions. On est inscrit sur VPG Europe et VPG Ligue 2, VPG Europe Championship B, pour ceux à qui ça parle. Et on est aussi inscrit sur SMG. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont fait de la compétition, j'appelle au recrutement. Nous cherchons quelques pépites de la Masia. Voilà, tout simplement des pépites de la Masia. Non mais si vous avez un petit peu d'expérience dans la compétition, si vous êtes chaud de rejoindre un projet nouveau aussi, un projet qui se crée, de faire partie de la future légende de ce sport, tout ce que je peux dire, de ce club même, n'hésitez pas à me contacter sur, ou même en commentaire, là, dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé, au moins pour passer des petits tests, des trucs comme ça. Nous, en fait, on est en recrutement, voilà. Nous sommes en recrutement très actif, on cherche des petites pépitas. Des petites pépitas qui sortent de nulle part. Des mecs qui sont ultra chauds. Des mecs qui taquinent la pelota, tu vois. Un mec qui va, par exemple, jouer sur FUT et qui est chaud patate sur FUT. Et voilà, quoi. Et qui va être là, motivé à venir jouer avec nous. Donc voilà, si ça vous intéresse, contactez-moi sur Instagram. Là, en commentaire, dites-moi, ça sera peut-être plus simple en commentaire. Et puis après, on voit. Bon, on va commencer un petit peu cette FAQ là. Sachez que déjà, Casado a été sélectionné avec l'Espagne. C'est pas beau, ça. Donc c'est une grande joie, évidemment, pour moi de voir un mec comme Casado que j'ai pu suivre au Barça B, quoi, chez les jeunes, et le voir maintenant en sélection, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il mérite aussi, parce que c'est un travailleur, c'est un bosseur, c'est un mec qui n'arrête jamais, et ça fait plaisir. Koubarsi n'a pas été sélectionné, vous savez, il s'est fait entailler la joue là, donc pas de sélection, il est mis au repos, pas de sélection non plus pour Gavi, merci, pas de sélection non plus pour Inigo Martinez, c'est pas plus mal, franchement c'est pas plus mal, ça aurait été mérité qu'il soit sélectionné, titulaire indiscutable dans cette équipe d'Espagne qui manque cruellement de défenseurs solides. Avoir un mec comme Inigo Martinez qui est en train de faire une saison monumentale, ça aurait été logique, mais franchement je vais pas m'en plaindre parce que vaut mieux pas qu'il soit sélectionné, il joue assez de matchs comme ça, on a tellement pas assez de défenseurs que c'est pas plus mal. Lamine, Pedri, Olmo ont été sélectionnés, classiques, mais voilà pour le reste. Bref, on va commencer. On commence avec Amine qui dit quel match de Koundé et quel match de l'ombre de Pedri, ce joueur est trop fort. Koundé, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que Koundé soit aussi performant, s'améliore autant? Je sais pas, je pense qu'il y a eu un déclic chez lui, psychologique, il s'est dit à partir de maintenant, ok, vous voulez me faire jouer latéral? Bah je vais devenir le meilleur latéral du monde. Voilà, je pense qu'il s'est dit ça, concrètement. Ça se voit dans le travail qu'il fournit. Le fait qu'il aille souvent à la salle, qu'il n'arrête jamais de travailler, en fait, physiquement. Quoi, j'en sais rien. Peut-être qu'il a même travaillé, à mon avis, hein, ça m'étonnerait pas du tout, qu'il ait travaillé sur des vidéos aussi, de voir comment se déplacer en tant que latéral, tout ça, pour être un latéral un peu plus offensif. Après, l'animation a changé aussi. Il a dû s'adapter à ce nouveau Barça-là. Sous Xavi, il était plutôt... Alors ça lui arrivait par moments quand il fallait être un peu plus offensif d'aller vers l'avant, mais la plupart du temps il jouait comme troisième central. C'était pas vraiment un latéral offensif, c'était un latéral en phase défensive, et puis en phase offensive on était à 3 derrière avec Koundé à droite et ainsi de suite. Donc là ça a changé un petit peu, on le voit, Koundé il est quand même beaucoup plus haut, il est utilisé vraiment comme latéral. Maintenant ça dépend des matchs, il y a des matchs où il est plus offensif que dans d'autres matchs évidemment, mais voilà, c'est un tout nouveau rôle pour lui, toute nouvelle manière de jouer aussi, et voilà, il doit s'adapter, et pour le moment il s'adapte plutôt bien parce que pour moi il est le meilleur latéral droit du monde actuellement, sachant que ce n'est pas un latéral droit. Voilà, ça en dit long sur le travail qu'il a produit et son niveau actuel, quoi. Et concernant Pedri, bah frérot, Pedri, hein, il n'y a plus grand chose à dire sur lui. Je pense que Pedri est fondamental. Fondamental pour le football aussi. Bah voilà, on a Gauthier qui dit après Koundé, meilleur latéral droit du monde. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Ensuite, on a CAD qui dit Peña, il arrêtera quand les frappes, même hors jeu, les attaquants adverses marquent. J'avoue que Peña n'est pas rassurant, mais ça on le savait, c'est pas nouveau. Donc la question c'est de savoir jusqu'à quand on va essayer de le mettre en confiance et il va jouer, ou est-ce qu'à un moment donné on va passer avec Chesney? Je ne sais pas.
Voilà, on va voir. C'est sûr que Peña, il encaisse. C'est une caissière le type. Il encaisse. Bref, ouais. Ou un sac de frappe. Il encaisse. Mais en tout cas, il encaisse, ouais. Ensuite, on a Yanis qui dit maintenant que Koubarsi est blessé, penses-tu que c'est une bonne idée de mettre De Jong en défense? Je ne pense pas. Ce n'est pas mon avis, Yanis. De Jong en défenseur central. De Jong dans une défense à 3. Défenseur axial avec 2 défenseurs centraux, des vrais défenseurs à côté de lui. Et un De Jong qui peut se projeter et venir faire le surnombre au milieu. Oui. Sortir les ballons, tout ça, oui. Mais De Jong, défenseur central, non, il ne sait pas défendre. Ni au milieu, et à mon avis encore moins en défense. C'est pas un joueur agressif, qui va pas dans les duels, qui n'est pas généralement, alors ça peut lui arriver de le faire, mais la plupart du temps, ce n'est pas un joueur comme ça. Donc jouer avec De Jong en défense, pour moi, c'est jouer sans défenseur, quoi. Peut-être que j'abuse. Peut-être qu'on va me dire j'en fais trop, mais De Jong, pour moi, c'est clairement pas, il a clairement pas ce qu'il faut pour être défenseur. Ensuite, on a Barça Nation Live qui dit pour toi, à cette allure, Casado peut-il devenir un futur capitaine? Il l'est déjà, capitaine sans brassard, Casado. Mais oui, c'est le type de joueur qui est capitaine. Dans toutes les équipes où il a joué, il a été capitaine. C'est un capitaine, c'est un leader naturel. C'est un capitaine sans brassard s'il n'est pas capitaine. Et s'il est capitaine, bah, il sera capitaine, mais avec le brassard pour le coup, c'est pareil. Ensuite, on a Cédou qui dit salut Café, salut. Penses-tu qu'on peut terminer dans le top 8? Force à toi, merci pour la force, frérot. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, on peut terminer dans le top 8. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des matchs, il y a encore pas mal de matchs. Et surtout, il y a des gros matchs. Il y a des gros matchs qui vont arriver. Des matchs contre Dortmund. Enfin, c'est pas des gros matchs, des grosses affiches peut-être comme le Bayern ou quoi. Mais en tout cas, c'est pas des matchs faciles. Clairement pas. On a eu une petite piqûre de rappel contre Monaco où on pensait pouvoir le faire facilement. Finalement, on a été puni. Il y a Dortmund qui est pas une équipe facile. Même s'ils ont pris 5-2 face au Real, tout ça, voilà, ils ont un peu fait dans leurs pantalons. Mais en soi, ça reste une équipe embêtée. Même Benfica aussi. Même Brest, hein, les gars. Franchement, Brest, je suis en train de me dire, Brest va nous poser des problèmes. Brest, ils font une saison de Ligue des Champions incroyable, là. Je crois qu'ils ont pas eu une défaite. Match nul et 3 victoires, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Et c'est totalement une équipe qui peut nous embêter, Brest, hein. Totalement. Ça m'étonnerait pas. Les équipes de Ligue 1, elles sont un peu plus physiques peut-être. Défensives, j'en sais rien, mais attention à Brest. Attention aux Bretons. Ensuite, on a Alim Fatkada qui dit on replace Koundé au centre et on fait confiance à Forte. Bah, au moins pour le match peut-être contre la Sociedad, ouais, c'est une possibilité. Je pense qu'on peut faire ça. Dominguez, après Dominguez, il a pas fait une mauvaise rentrée la dernière fois, mais sans plus, c'est Dominguez. On sait que c'est compliqué. La Sociedad, c'est pas une équipe facile, hein. Ouais, pourquoi pas. Je partirais peut-être avec Koundé et Forte sur la droite. Je pense que c'est peut-être mieux que mettre Dominguez avec le retour de Baldé titulaire, Inigo à côté. Pourquoi pas. Ensuite, on a Arsène qui dit quelle équipe te fait le plus peur en Ligue des Champions? Perso, c'est Liverpool. Alors, j'ai pas trop regardé ce qui se faisait en Ligue des Champions, mais je pense que comme depuis ces dernières saisons, ouais, Liverpool peut être une équipe très compliquée à jouer. L'Inter aussi. L'Inter, je pense que c'est très fort. Et City, toujours, même s'ils sont fait déchirer complet par le Sporting Lisbonne. City, si je me trompe pas, ils ont quand même pas mal d'absents. Mais je pense que ça reste une équipe qui est difficile, City. C'est une équipe avec beaucoup de qualité. S'ils ont tous leurs joueurs qui reviennent de blessure, attention. Après, pour le reste, c'est peut-être un peu en dessous. Un peu moins bon, quoi. Mais le top du top, ouais, il y a... Même Aston Villa, ils sont pas si mal que ça. Ils peuvent être assez chiants à jouer. Ils avaient gagné 1-0 contre le Bayern, par exemple, alors que le Bayern avait dominé, hein. Ils avaient eu pas mal d'occasions, mais Dibou, il avait tout sorti. Donc Aston Villa, ouais, ça peut être une équipe un peu dérangeante. Liverpool, ça peut être une équipe un peu flippante. Et ouais, l'Inter, je pense. L'Inter. Ensuite, on a Thomas qui dit contre des défenses basses, est-ce que Frenkie n'est pas utile? Qu'en penses-tu? Peut-être qu'il est moins utile. Après, il pourrait juste simplifier son jeu et apporter, mais être un peu plus agressif sur les récupérations, tout ça. Mais oui, contre des défenses basses, on sait que sa qualité première à Frenkie de Jong, c'est de casser des lignes en faisant progresser la balle au pied. Et contre des équipes qui pressent pas, surtout, qui ne sont pas agressifs dans le pressing, bah c'est sûr qu'il va être moins intéressant, on va dire, parce qu'il pourra moins faire parler ses qualités. Maintenant, il doit pouvoir normalement réussir des bons matchs contre des équipes comme l'Étoile Rouge de Belgrade. Logiquement, il est censé apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Je dis pas qu'il doit faire des différences, qu'il doit dribbler, qu'il doit faire que des passes D ou des buts, mais on doit un peu plus le voir dans des matchs comme ça.
Maintenant, il revient de blessure, tout ça. Psychologiquement, pour moi, je pense qu'il a peur de se reblesser à la cheville. Je pense que c'est ça aussi. Mais De Jong a toujours été un peu nonchalant et très peu agressif. C'est pas nouveau. Ensuite, on a Kenny qui dit « Salut, café. Salut. Réponds-moi, s'il te plaît. » Je te réponds. Pour toi, qui mérite l'homme du match? Bah, c'est Koundé pour moi. Après, c'est Inigo qui l'a eu. Inigo très très fort hein, cette saison. Et même sur ce match-là, il a marqué un but, tout ça. Très utile toujours, mais ouais, Koundé, il a fait 3 passes D. Ouais, ça changerait un petit peu de mettre Koundé. Donc pour moi, homme du match, Jul. Ensuite, on a Car qui dit pourquoi De Jong a donné le brassard de capitaine à Peña à sa sortie alors qu'il devrait le donner à Gavi. Bonne question. Franchement, j'ai pas trop compris le move. Iñaki Peña était peut-être là avant Gavi. Ça m'étonnerait pas parce que Iñaki Peña est un peu âgé. Mais pour moi, Gavi fait partie des capitaines ou des potentiels capitaines. Donc c'est quelque chose que j'ai pas trop compris. Rien de grave. Hein. J'imagine qu'il a pas fait exprès de pas lui donner juste pour le. Mais en vrai, j'ai pas compris pourquoi on l'a donné à Peña. Ensuite, on a Al-Bashir qui dit crois-tu que Frenkie peut être titulaire dans les gros matchs vu les perfs de Casado? Moi je vais être clair avec ça. Je l'avais déjà dit, j'en avais déjà un peu parlé dans mon débrief la dernière fois du match. On m'a dit que je parlais parce que c'était ce match-là, parce que par rapport à ce match-là, sa performance, mais Frenkie à 100% machin. Oui, Frenkie à 100% est un meilleur joueur. Je dis pas que c'est un meilleur joueur que Casado, mais un meilleur joueur qu'il l'est actuellement, De Jong. Après oui, Frenkie De Jong est censé être un meilleur joueur que Casado, tout ça. Mais le football, ce n'est pas ça, les amis. Ce n'est pas comme FIFA, il a une note de 87 et Casado, il a une note de 65. Donc, De Jong, il est plus fort que Casado. Mais le football, ça ne marche pas comme ça. Ça ne s'arrête pas aux notes et c'est tout. C'est des performances sur l'instant déjà. C'est plus que juste les qualités. Il y a aussi le mental qui compte beaucoup dans le foot parce que tu vas te dépasser, surperformer. Et puis des fois, tu vas pas être en forme et tu vas moins performer, quoi, tout simplement. Ça, c'est de la logique. Maintenant, simplement, en se posant des questions en termes de profil et en termes de jeu de l'équipe. Profil de joueur, on a un profil dans le double pivot de milieu défensif, agressif, qui met tout ce qu'il a sur le terrain, Casado. On a un profil qui est dans la construction du jeu, qui est Pedri, dans la création, mais aussi la construction vraiment, et aussi la récupération, mine de rien, Pedri récupère pas mal de ballons. Et l'autre milieu, c'est, on va dire Dani Olmo, mais c'est un milieu généralement, que ce soit Dani Olmo ou Pedri, on le voit, le milieu intérieur droit, il joue vraiment très haut, il joue au niveau des attaquants. Que ça soit Pedri, que ça soit Fermin, que ça soit Gavi, que ça soit qui vous voulez, le mec qui jouera milieu intérieur droit, jouera au niveau des attaquants. Et en dessous, on aura une sorte de double pivot avec un milieu un petit peu plus haut que l'autre peut-être pour aider un petit peu plus à la création, un mec comme Pedri ou alors comme Frenkie De Jong si c'est Frenkie De Jong qui joue à ce poste là, et si c'est Casado en 6, l'autre il va aider à la création, tout ça, parce que on le sait, c'est aussi des joueurs qui peuvent monter et apporter, mais il va être plus là pour défendre, disons. Donc Frenkie De Jong, son profil, il est plus en concurrence, je dirais, avec Pedri, clairement. Il peut pas jouer plus haut, c'est pas un joueur De Jong pour moi, qui doit jouer au niveau des attaquants et tout ça. Il a pas ce jeu-là. Il a peut-être les qualités pour ça, mais il ne joue pas de cette manière-là pour faire des différences haut sur le terrain, tout simplement. Pour moi, c'est ça. Après, peut-être que je me trompe, mais De Jong, il n'a pas ce qu'il faut non plus pour défendre, être agressif comme le fait un Casado, par exemple. Donc, pour moi, si vous mettez un double pivot De Jong, Pedri, par exemple, ça sera compliqué. Pour défendre, pour être agressif, pour avoir cette hargne et cette agressivité dans le contre-pressing, pour récupérer les ballons rapidement, ça va être plus compliqué. Si vous mettez Frenkie De Jong et un mec comme Gavi à côté, oui, là c'est un peu plus faisable. Mais du coup, Frenkie De Jong, automatiquement, tu te dis, bah du coup, il remplace pas Casado, il remplace Pedri. Donc la concurrence et la question de la concurrence entre Frenkie De Jong et Casado n'existe pas. Parce que De Jong n'est pas capable de donner 1% de ce que donne Casado. Ça s'arrête là. Donc la concurrence de Frenkie De Jong, c'est Pedri. Et actuellement, avec le niveau de Pedri, la qualité, et c'est même pas que actuellement, c'est même au niveau de la qualité footballistique de Pedri. Mais vu que Pedri est à 100%, top de sa forme, qu'il n'y a pas de problème pour le moment, est-ce que tu dois enlever Pedri pour mettre De Jong? Est-ce que ça va t'apporter plus à l'équipe? Non. Et même avec Frenkie De Jong à 100% et Pedri à 100%, pour moi, Frenkie, il passe pas devant Pedri. De par les qualités et de par l'apport de chacun, Frenkie De Jong, il passe pas devant Pedri. Donc, voilà, pour répondre à ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Voilà, pour moi, c'est ça la situation. Ensuite, on a Tariq qui dit « Penses-tu, comme moi, que Gérard Martin est parti pour devenir le plus grand latéral gauche de l'histoire ?»
Oui, Tariq, je pense comme toi. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Je pense que Gérard Martin est en train de prouver devant les yeux du monde entier qu'il est parti pour faire une carrière légendaire. Ne lui parlez pas de Marcelo, de Roberto Carlos, de, je sais pas, de Jordi Alba, de qui vous voulez. Ne lui parlez pas de ces mecs-là. Ces mecs-là, à côté de Gérard Martin, ils sont personne. Gérard Martin, il est là. Ensuite, on a Sherminator qui dit salut café, salut, Shermi. Chéché. Quel défenseur tu prendrais avec Koubarsi pour l'après Inigo hors Ronald et Christensen? À voir si Ronald est toujours là. S'il veut pas partir, parce qu'on sait pas trop. Je prendrais à la Masia, Andres Cuenca. Retenez bien ce nom. Ensuite, on a Modboy qui disait, tu disais quoi sur la compatibilité entre De Jong et le Flick Ball? Je ne sais plus. Pour tout te dire, je fais tellement de vidéos que je sais plus ce que je dis. Est-ce que j'avais dit que De Jong allait pouvoir s'exprimer sous Flick? Peut-être. Je pensais plus à Gavi, Fermin et Rafinha pour le coup, même Ferran Torres. Mais De Jong, je sais plus ce que j'ai dit exactement. Faudrait que je regarde. Mais en tout cas, je pensais que De Jong pourrait apporter un petit peu plus. Maintenant, pour le moment, c'est pas le cas, mais à voir prochainement, savoir s'il arrive à retrouver l'envie de jouer. Mais à l'instant T, ça ne fonctionne pas trop. Enfin, ce qu'on voit, c'est un De Jong un peu perdu. Un De Jong qui cherche à avoir le ballon, mais parce qu'en fait, on voit que De Jong, depuis qu'il est là, ce qu'il fait, enfin, sa manière de jouer, c'est qu'il descend vachement sur les défenseurs. Ça, je l'ai déjà dit. On en a déjà parlé. De Jong, ce qu'il adore faire, c'est venir à 2 mètres du défenseur pour lui dire vas-y donne-moi le ballon, et le défenseur lui donne et après lui il garde le ballon et il remonte le ballon. Inintéressant, ça je l'ai déjà dit plein de fois, ça fait longtemps déjà. Je comprenais pas pourquoi il faisait ça, ça n'avait pas d'intérêt, hein. Tu dois rester attirer un milieu et ne pas aller amener ton milieu qui te marque avec toi sur le défenseur, ça n'a pas de sens. Mais voilà, et maintenant on a des défenseurs centraux qui jouent long et qui sont les premiers vraiment à casser des lignes. Et qui dit casser des lignes, jouer vraiment long sur les milieux les plus hauts, ou alors les attaquants, ou alors faire des transversales sur les ailiers. Donc quand tu as Frenkie de Jong qui joue du côté d'Inigo Martinez, Inigo Martinez c'est le joueur qui fait le plus de passes, qui casse le plus de lignes en Europe, limite, je crois, en tout cas en Liga c'est sûr, mais en Europe, pas loin en tout cas, peut-être si c'est pas lui le premier. Et c'est celui qui fait progresser le plus la balle par la passe, ce qui veut dire qu'il fait des passes très longues, Inigo Martinez, plus longues que courtes. Donc quand tu as Frenkie de Jong qui vient se rapprocher d'Inigo Martinez et que Inigo il le regarde et qu'il lui fait une passe à 1 mètre de lui, ça n'intéresse pas Inigo. Puis on voit bien que c'est la consigne du coach de vouloir jouer long, de chercher à jouer long et de casser des lignes directement. Donc on a l'impression que Frenkie de Jong il se balade un petit peu sur le terrain, qu'il semble un petit peu perdu, ça n'a pas l'air de coller sa manière de jouer et pour le moment la manière dont ce Barça, c'est un peu comme Ansu Fati quand il courait un petit peu partout, qui cherchait à combiner, mais que en fait il y avait des joueurs qui jouaient vraiment ensemble, qui avaient cette manière de jouer là de ce Barça depuis le début de la saison. Le gars qui en plus était là à chercher à jouer avec ses coéquipiers, mais qui n'arrive pas vraiment à rentrer dans le moule en fait, tout simplement. C'est l'impression que j'ai avec De Jong. Maintenant on va voir, peut-être que c'est l'impression sur 1 ou 2 matchs et que petit à petit ça va rentrer, mais pour le moment c'est pas ouf. Après tu sais, Modboy, il y a des gens qui s'expriment et qui donnent leurs avis, et ils peuvent se tromper, mais au moins ils ont donné leur avis. Et puis il y a des gens qui ne disent rien et qui critiquent les avis des autres. Faut voir dans quel camp on se place, voilà. C'est ce que j'ai à dire. Ensuite, il y a Bertrand qui dit le hors-jeu, est-ce qu'on va pas se faire piéger à notre propre piège alternative? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va se faire piéger nous-mêmes. Concrètement, c'est la manière de jouer, elle est comme ça. Et pour le moment, ça marche hyper bien. On n'est qu'en novembre, mais ça marche très très bien et ça permet au Barça de jouer très très haut, de s'installer dans le camp adverse comme je l'ai déjà dit, d'être plus dominant sur l'équipe adverse. Et l'équipe adverse, elle se fait piéger à ce hors-jeu-là très souvent. Très souvent, donc de temps en temps ça va passer, de temps en temps ça va marquer des buts, mais derrière si on en met 5, 4, 3, tout se passe bien. Mais c'est sûr que si nos attaquants marquaient pas du tout de but et derrière on encaissait des fois sur un hors-jeu signalé, genre il n'y a pas hors-jeu quoi, on s'est mal aligné ou quoi, contre Belgrade là sur le premier but, oui c'est une possibilité, voilà, mais tant que les attaquants sont en forme, on en parle un peu moins parce qu'on gagne, mais cette manière de jouer là, elle est risquée, elle est un peu osée disons, mais elle a porté ses fruits. Il n'y a pas de raison de commencer à vouloir changer tout ça alors que ça fonctionne très bien. On a un Barça qui joue, on n'a pas aussi bien joué au Barça depuis des années. Pourquoi on changerait de manière de jouer? On a un Barça là qui est le plus prolifique
de l'histoire. Un début de saison, le Barça n'a jamais marqué autant de buts de son histoire. Le Barça de Flick est le Barça le plus prolifique de l'histoire pour ce début de saison en tout cas. On verra sur toute la saison, mais là, à l'instant T, c'est le cas. Donc pourquoi vouloir changer de manière de défendre? Parce que si tu changes ta manière de défendre, tu changes ta manière d'attaquer aussi. Tes joueurs sont pas placés pareil, le bloc il sera moins haut, voilà. Donc non, moi je pense pas qu'il faut changer quoi que ce soit. Dernière question de DM Orchadin qui dit: les postes de 6 et de DD sont-ils encore les priorités pour le prochain mercato? Je sais pas. Bonne question franchement. Je dirais pas qu'on est, on est tranquille, c'est bon, on a le top du top à chaque poste. Alors oui, Koundé est top latéral. Casado est très fort, franchement très fort. Je dirais que c'est une possibilité d'aller chercher peut-être des doublures surtout, pas forcément en tant que titulaire. Casado fait un excellent travail pour le moment, même si l'image de Casado n'est pas celle d'un titulaire indiscutable, d'un mec, tu vois, si on te dit qui on irait chercher en 6, est-ce qu'on met Casado ou Kimmich, tu sais? La plupart des supporters, des suiveurs de foot vont dire mais c'est qui Casado, tu vois, ou vas-y on met Kimmich, tu vois. Mais comme je l'ai dit, l'image, faut pas se baser uniquement sur l'image du joueur. Faut regarder ce qu'il apporte sur le terrain. Donc voilà, il a pas cette image de top joueur et tout ça, mais en tout cas, il est excellent pour le début de saison, Casado. Que ça soit Ligue des Champions, que ça soit contre le Real, le Bayern, les petites équipes. Parce qu'au début, il y avait ce truc-là de dire ouais, mais Casado, il a joué que contre des petites équipes. Attendez de voir. Contre le Bayern, contre le Real, il a été excellent aussi. Là, il est sélectionné maintenant avec l'Espagne. Devenir un top joueur n'est qu'une question de temps, tout simplement. Donc, est-ce que la priorité, c'est d'aller chercher un top 6 et un top latéral droit pour le mettre devant Koundé et mettre devant Casado? Non, je pense pas. Enfin, quand on voit le début de saison, ça n'aurait pas vraiment de sens. Pour moi, l'objectif, c'est plus d'aller chercher un vrai concurrent pour Baldé, voire que Baldé soit le concurrent de la personne qu'on va chercher. Défenseurs centraux, on est trop léger. Même avec un retour de Ronald, un retour de Christensen, c'est trop léger. C'est trop léger. Enfin, Christensen, on ne sait pas dans quel état on va le récupérer. Il a tendance à souvent se blesser. Peut-être que Christensen va être du coup vendu. Ronald, il a changé d'avis. Maintenant, vu qu'on gagne, bah, il veut rester. Étrange. Donc peut-être qu'il va rester, mais voilà, il faudrait peut-être en défense à l'instant T, tu vois, c'est plus la priorité. Défense centrale, quoi. Maintenant, en attaque aussi, tu vois, le banc, il est compliqué. Au milieu, ça va, je pense. En attaque, on a... alors, à voir si Fermin Lopez va devenir doublure de Rafinha. Il y a Ansu Fati, il y a Pau Vitor et Ferran Torres, les remplaçants des attaquants. C'est pas assez. Le niveau est trop différent. Il y a trop d'écart de niveau entre les remplaçants et les titulaires. Beaucoup trop. Donc ça, c'est plus la priorité pour moi. Et puis, bon, après, avec le futur, tout ça, va falloir aller chercher un gardien. Parce que Ter Stegen, ça va être compliqué, je pense, son retour, blessure, tout ça. Au bout d'un moment, il faut changer, de toute façon. Et Peña, non. Peña n'est pas le futur gardien du Barça. Donc il va falloir, prochain mercato, bon pas le mercato d'hiver, mais il va falloir commencer à réfléchir et aller chercher un gardien, un top gardien pour le mettre titulaire indiscutable dans les cages pour l'été prochain. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-match du Barça contre la Sociedad. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.